Et voici les princesses. Et voilà notre château fort. Du calme, les petits. Et puis rendez-moi mon château fort. Est-ce que tu crois au dragon? Est-ce que tu as peur des loups? Est-ce que tu as déjà rencontré des princesses? Allons, je ne peux pas répondre à toutes vos questions à la fois. Écoutez plutôt l'histoire que je vais vous raconter. Elle s'appelait Marie-Olga, mais on disait Marlaguette. C'était plus court et aussi plus gentil. Un jour qu'elle était allée cueillir des champignons dans les bois, une grosse bête sauta sur elle et l'emporta pour la manger. Une grosse bête grise avec des oreilles pointues et une grosse gueule rouge. Bref, un loup. Elle se débattait, elle se défendait, elle s'accrochait aux branches, Marlaguette. Et le loup qui l'emportait en était tout gêné. Je prends ça. Si bien qu'en arrivant à sa caverne, il se cogna le front contre la roche. Bien fait, bien fait. Pauvre petit loup. Oh, il est blessé. Elle alla tremper son mouchoir dans une source toute proche et fit un beau pansement sur la tête du loup. Puis elle ramassa des feuilles et des mousses dont elle fit un doux matelas. Elle planta même une large feuille de fougère en guise de parasol. Le loup revint à lui, il entr'ouvrit un œil, le referma aussitôt. Se garda bien de bouger, d'abord parce qu'il avait mal à la tête, et puis parce que c'était tout nouveau pour lui d'être dorloté. Et ma foi, pas désagréable. Marlaguette s'en alla sur la pointe des pieds et courut jusque chez elle. Elle fit un grand pot de tisane, mais les grandes dents du loup cognaient contre la tasse et sa grande langue laissait échapper la moitié du liquide. Il n'aimait pas la tisane, mais Marlaguette avait une voix si douce qu'il n'y avait qu'à obéir. Allons boire, vilain loup. Elle le soigna comme ça pendant 8 jours, puis elle l'emmena faire une petite promenade en marchant tout doucement pour ne pas le fatiguer. Un jet sautillait devant eux. Fais attention, il te croquera, Marlaguette. Tu crois ça? Attends un peu. Il était tout faible encore et aurait pu manquer son coup. Le lendemain, le jet revint. Marlaguette, il te croquera. Menteur. Il bondit et croqua le jet. Qui fut bien furieuse, c'est Marlaguette. Elle donna au loup une sérieuse fessée et ne lui parla plus de toute la promenade. Je le ferai plus. Il avait l'air si repentant qu'elle lui pardonna. À partir de ce jour, il ne mangea plus une seule bête vivante. Dans la forêt, cela se sut vite. Les oiseaux ne s'envolaient plus quand ils passaient sur les chemins et les petites souris caracolaient jusque sous leur nez. Le loup en avait l'eau à la bouche, mais il trottait sagement aux côtés de Marlaguette. Mais alors, qu'est-ce qu'il mangeait? Des framboises, des myrtilles, des champignons, des herbes, du pain que lui apportait Marlaguette. Hélas, à ce régime, il dépérit. Ce fut un vieux bûcheron qui le dit à Marlaguette. Un loup n'est pas végétarien, il faut qu'il mange de la viande. Il a besoin de ça. Il est en train de mourir, ton ami le loup. Marlaguette pleura beaucoup. Elle réfléchit toute une nuit, puis au matin... Je ne t'en veux pas. Va vivre au fond des bois comme vivent les loups. Alors la grande bête grise s'enfuit et croqua un lapreau et 3 musaraignes qui prenaient le frais au bord de leur trou. En peu de temps, le loup redevint fort et beau. Mais il ne tuait maintenant que lorsqu'il avait faim. Et jamais plus il ne mangea de petit enfant. Parfois, de loin, entre les branches, il voyait passer la robe claire de Marlaguette, et cela lui faisait à la fois plaisir et tristesse. Et Marlaguette regardait souvent vers le fond des bois, avec son doux sourire, songeant à cette grande bête de loup qui, pour l'amour d'elle, avait accepté pendant des jours de
mourir de faim. Alors, vous n'avez rien oublié? J'ai pris le pique-nique. J'ai apporté l'eau potable. Et moi, ma longue vue en carton. Que vas-tu observer? La forêt, les montagnes. Et les animaux aussi. En attendant, venez au bout de l'île, on va pique-niquer. Là-bas, on a un très beau point de vue pour observer les collines alentours. Est-ce qu'il y a des animaux sauvages qui vivent tout seuls dans la forêt et qu'on ne peut pas apprivoiser? Faisons une halte. Je vais vous raconter une histoire. Noix de Coco cherche un ami. C'était un petit chien de la forêt sauvage. Un affreux ouragan l'avait séparé des siens bien avant qu'il ne fût sevré. Mais il survécut car il était robuste et très énergique. Sa vie n'était pas très amusante. Il devait se défendre contre la faim, le froid et toutes sortes de terribles dangers. Si tu avais un ami, ce serait plus facile. Ben, je vais en chercher un. Le lendemain, il rencontra un jeune loup qui gambadait au soleil. Veux-tu être mon ami? Je veux bien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est nous défendre l'un l'autre contre la faim, le froid, le danger. C'est jouer ensemble, nous comprendre et nous aimer. Soit. Plus agile, le loup attrapa le lapro et s'en régala. Eh bien, et le partage? Quel partage? Je l'ai attrapé, je le mange. Et avise-toi de me le prendre. Oh, c'est pas celui-là qui sera mon ami. Le lendemain, il vit l'ours qui se baignait dans le ruisseau. Quelle magnifique fourrure! Un peu chaude pour la saison. Oh, moi j'ai toujours froid la nuit. Viens donc dormir près de moi. Quel brave ours! Mais au milieu de la nuit, un grognement horrible le réveilla. N'as-tu pas bientôt fini de remuer? Impossible de dormir avec toi. Ah, celui-là non plus, ce sera pas mon ami. Un jour qu'il rêvait tristement, Tu ne me connais pas? Non? Je suis le brave des braves, je n'ai peur de rien et je protège tout le monde. Peux-tu me protéger un peu? Je suis si petit. Ne crains rien désormais. pieu, pieu, cria la buse qui tournait dans le ciel. Quel froussard de lièvre! Je le prendrai pas pour ami. Après bien des déboires, le petit chien devenait de plus en plus triste. Il vit un jour une étrange bête à deux pattes. C'était un trappeur des bois qui faisait cuire du lard sur un feu de bois. Oh! Tiens, celui-là, il me donne à manger. La nuit venant, l'air fraîchissait. L'homme attisa son feu et s'installa pour dormir. Viens. Parfois, Noix de Coco entr'ouvrait un œil inquiet. Mais au matin, ils dormaient l'un contre l'autre. Ah, celui-ci m'a laissé dormir auprès de lui. Tu es brun. Tu as un long poil rude. Je t'appellerai Noix de Coco. Viens jouer avec moi. Mais un peu plus tard, Noix de Coco se mit à pousser de grands cris. Qu'est-ce qu'on a fait à mon ami? Un grand serpent ondulait sur l'herbe. Zip, zip, le bâton siffla 2 fois et le cauchemar fut fini. Toi, au moins, tu défends tes amis. Quand le soir revint, quand ils eurent cuit et mangé leur repas, ils s'assirent pour regarder la nuit descendre sur l'eau pâle. Petit chien, il y a bien d'autres animaux dans la forêt. Peut-être trouveras-tu un ami. Merci bien. Mon ami, je l'ai trouvé. Il posa sa grosse tête sur les genoux de l'homme. Après cela, il n'y eut plus de bruit. La grande lune d'or monta dans le ciel et dansa sur le lac. Nous aussi, on va regarder le soir tomber sur le lac. Oh, ce sera bien. Allons, reprenons notre route. Je voudrais devenir explorateur.
tu vas prendre froid. J'ai peur que tu attrapes un rhume. Regardez les fleurs qui ont les pieds dans l'eau toute l'année, elles ne s'enrhument pas. Mais les fleurs ne s'enrhument jamais. Parce qu'elles sont habituées. Oui. Je vais vous raconter l'histoire d'une marguerite qui vivait près d'un ruisseau. Le conte de la marguerite. La marguerite mit la clé sous son paillasson et se dirigea vers le bout du champ. Toutes les fleurs de la prairie lui crièrent à la fois « Marguerite, où vas-tu » Le vieux merle qui chantait sur le pommier se pencha en lui sifflant « Où vas-tu? Où vas-tu? Où vas-tu » Et le Pierrot, la mésange, la tourterelle répétèrent en chœur « Où vas-tu » Je veux savoir ce qu'est devenu le petit mouton qui m'a brouté 2 feuilles. Oiseaux et fleurs crièrent « Marguerite, tu es folle !» Mais elle refusait de les écouter. Au bout du champ, le ruisseau lui barra la route. Hé, voudrais-tu bien me laisser passer? Mais le ruisseau ne l'entendit pas. Occupé qu'il était à tomber en cascade sur la roue grincheuse du vieux moulin. Hé, accrochez-vous à n'importe quoi! Oh là là! Vous devriez consulter le père du corbeau. C'est un vénérable savant qui pourra vous conseiller. Venez avec moi. Il niche au sommet de ce peuplier. La marguerite avait le vertige. Le père du corbeau entendait fort mal, mais il avait un cornet. Père du corbeau? Qu'est devenu le petit mouton qui m'a brouté 2 feuilles? Oh! Mouton, feuille, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, je pense qu'il est devenu grand. Mais je voudrais tant le voir. Je pense qu'il est dans sa chemise en laine. Partons, nous n'en tirerons rien. La marguerite, tout étourdie, s'endormit sous un champignon. À son réveil, elle fit sa toilette. Sur sa route, elle rencontra une grosse bête. Bonjour. Est-ce vous le mouton qui m'a brouté 2 feuilles? Un mouton? Voyez-vous cette marguerite qui prend un bœuf pour un mouton? Même s'il est devenu grand, ton petit mouton, il est encore 10 fois moins gros que moi. Mais voilà, a-t-il eu le temps de devenir grand? Que voulez-vous dire? Ils sont partis pour la montagne. À moins qu'ils soient partis chez le boucher. Mais pourquoi faire? Quel ingénu! Tu ne sais donc pas qu'ils seront mangés par les hommes? Manger? Mais il faut les prévenir, il faut les sauver. J'y vais, j'y cours. C'est qu'elle l'aimait, son mouton. Quand il lui avait brouté 2 feuilles, il était si petit, tout tremblant sur ses pattes, et il bêlait après sa mère. Et pour l'encourager à brouter, elle lui avait offert ces 2 feuilles. Dans un coin de l'étable, une araignée était pendue à sa toile. Ils ne sont pas chez le boucher, ils sont partis à la montagne par ce chemin. Quelle fatigue de monter par ces chemins pierreux. La pauvrette avait soif. Elle ne reconnaissait plus rien qui lui fût familier. Où est mon mouton? Par où sont-ils passés? Suivez les petits crottins. Comme c'était haut une montagne, parfois un petit bruit d'eau annonçait une source. La marguerite y courait étancher sa soif et s'y reposer, puis elle repartait. Enfin, elle arriva sur un herbage magnifique. L'herbe était fine comme des cheveux. Il y avait une foule de fleurs bleues, jaunes, rouges, et cela sentait si bon, si fort, qu'elle se serait évanouie sans le vent frais qui la ravigotait. Hé, mouton, mon cher mouton, ne me reconnais-tu pas? Je suis la marguerite qui t'a donné 2 feuilles quand tu étais petit. En voyageant, j'ai appris des choses terribles. On te tuera à la boucherie pour te manger. Sauve-toi vite. Je peux pas le croire, j'ai fait de mal à personne. Et puis je mourrais de chagrin sans mes frères. Alors tu vas devoir partager leur sort. À demain, ma courageuse petite fleur. Je dois rejoindre mon troupeau. La nuit tombait. La marguerite s'étendit sur l'herbe douce et aperçut le ciel épanoui d'étoiles. Elle n'avait jamais vu de fleurs si brillantes. Le jour revint. La marguerite tapota sa jupe de feuilles. Le mouton cherchait son ami. Marguerite, j'ai une bonne nouvelle. Tu vas te sauver? Regarde la belle clarine que le berger m'a mise au cou. Il m'a dit que le bélier était trop vieux. Oh, elle est belle. Il peut plus conduire le troupeau. Et alors? Alors il m'a choisi pour le remplacer. Sais-tu que le bélier est le plus beau mouton du troupeau et qu'on ne le tue jamais? Quelle joie! Moi aussi, je vais te dire quelque chose. Je m'installe ici pour toujours et j'élèverai sur l'alpage une nombreuse famille. Oh, en ce temps-là,
Le roi s'asseyait sous un chêne. Oui, pour rendre la justice. Oh bah tout le monde sait ça. Raconte-nous, Père Castor. Le roi qui ne pouvait pas éternuer. Il commençait la journée par un éternuement formidable. Un bon souhait, mon roi! Merci, merci, belle journée. Où sont mes pantoufles? La journée commençait dans la joie, car le roi avait richement, profondément éternué. Le cuisinier allumait le feu dans les fourneaux. Les serviteurs s'affairaient dans les couloirs, les dames d'honneur cueillaient des fleurs dans les jardins, et le bonheur régnait sur le palais, sur la ville, sur le pays, car le roi avait éternué. Mais ce matin-là, le roi essaya d'éternuer. Il regarda en l'air, se pinça les joues, se chatouilla les narines, là, juste au bout du nez. Non, là. Non, rien à faire. Énervé, le roi sauta du lit. La cour qui attendait son réveil s'inquiétait. On n'avait pas entendu son éternuement, et c'était très mauvais signe. Ça vient. Ça y est, presque. Les gentilshommes de la chambre l'habillèrent et l'assirent sur le trône. N'y arrive pas, je ne peux pas. Toute la cour était en émoi. Si, il me semble que... Les gardes embouchaient leurs trompettes et gonflaient leurs joues. Mais... Rien. Essayons un bain de pied glacé. Le plus triste, c'est que personne ne pouvait aider ce pauvre roi. Dans le palais, tout ne fut bientôt que crainte et désespoir. Le feu s'éteignit dans les cuisines, le travail cessa. Les dames d'honneur se réfugièrent dans le salon de la reine pour pleurer. Rien n'allait plus. Le roi ne recevait plus les ministres. On ferma les magasins. On ferma les écoles. Chacun rentra chez soi et ferma ses volets. Seul le jardinier du roi continuait son travail. Avec ou sans éternuement, il avait le cœur gros et ses yeux brillaient comme des étoiles. En secret, il aimait la princesse depuis qu'il l'avait vue à sa fenêtre. Mais la princesse ne connaissait pas le jardinier. Elle se préoccupait peu de savoir d'où venaient les fleurs qu'elle recevait tous les matins. Elle avait ce jour-là bien d'autres soucis. Sa vieille nourrice était de bons conseils et connaissait beaucoup de choses. Elle était si vieille qu'elle confondait les pelotes de laine avec le chat couché sur ses genoux. Mais elle savait en revanche que le jardinier aimait la princesse. Il faut faire sortir le roi et l'asseoir sous le pommier du jardin. Pourquoi sous le pommier? Une idée comme ça. Alors on installa le roi sous le pommier. Ça y est. Oh non, pas encore. Il faisait bon ce jour-là. Un clair soleil caressait les belles pommes rouges qui se balançaient sous les branches. Les gardes sonnent de la trompette. On accourt de partout pour entendre la merveilleuse nouvelle. Le roi a éternué, il a éternué, le roi. On ouvrit les volets, on descendit dans la rue, tout le monde était content. Qui mérite récompense? Le pommier. Il faut lui tresser une couronne d'or, lui accrocher des pommes d'argent, l'asperger de riches parfums. La récompense est due à celui qui a planté le pommier. Et on amena le petit jardinier, car bien sûr, c'était lui qui avait planté le pommier. Qu'est-ce que tu désires? La main de la princesse. Oh, le salon, le fou, on n'a jamais vu ça! Mais la princesse regarda le joli et doux jardinier. Je veux bien. Et l'on fit les préparatifs pour les noces. Bah voilà une histoire qui finit bien. Et maintenant, si nous allions sous le pommier? Pour regarder mûrir les pommes? Oh, je crois qu'il faudrait attendre longtemps. Pour essayer d'éternuer? Pour voir si une pomme nous tombe sur la tête. Je sais. Pour voir la princesse et le jardinier. Mais oui. Allons voir. Ah oui. Père Castor, avec le journal. Il y avait aussi un paquet. Où il était? Dans la boîte aux lettres, bien sûr. On pourrait recevoir plein de paquets.
Qui est-ce qui peut nous envoyer un paquet? Il est écrit Monsieur Castor. On peut reconnaître l'écriture? Allez vite, on veut voir. Oui. C'est votre grand-mère qui m'envoie des livres. Hurrah! Des histoires nouvelles. Installez-vous vite, je commence. Baba Yaga. Dans une maisonnette vivait une petite fille qui n'avait plus de maman. La nouvelle femme de son père n'était pas une vraie maman, c'était une marâtre. Elle détestait la petite fille. Elle lui faisait balayer la poussière du chemin pendant l'été et la neige pendant l'hiver. Malgré cela, la petite fille restait bien rose, bien fraîche, avec sa robe toute propre, ses yeux brillants et ses cheveux longs. Va chez ma sœur et demande-lui une aiguille et du fil pour te coudre une chemise. J'ai une autre tante, c'est la sœur de ma vraie maman. J'irai d'abord lui demander conseil. Tu as bien fait de venir me voir. La sœur de la marâtre est une cruelle ogresse nommée Baba Yaga. Écoute-moi bien, il y a chez elle un boulot qui voudra te fouetter. Noue-le d'un ruban. Tu verras aussi un chat qui voudra te crever les yeux. Donne-lui un bout de jambon. Et avec du courage et de la gentillesse, tu seras plus forte que tous ces méchants. Merci bien, ma tante. Elle marche, elle marche. Enfin, elle arrive à la maison de Baba Yaga. Bonjour, ma tante. Que fais-tu ici? Ma mère m'envoie te demander une aiguille et du fil pour me coudre une chemise. Je m'en vais te chercher une aiguille bien droite et du fil bien blanc. En attendant, assieds-toi à ma place et brode. La soie était brillante, les couleurs vives. Une telle broderie étonnait dans la maison d'une ogresse. Que fais-tu, jolie fleur, dans la maison de Baba Yaga? Je suis prisonnière. Veux-tu me rendre la liberté? Alors défais tous les poings qui me retiennent. Hein? La petite fille défait les poings tout doucement, sans gâter l'étoffe, mais elle entend Baba Yaga. Chauffe le bain et lave ma nièce soigneusement. Je veux la manger pour mon dîner. La petite fille tremble de peur. Elle fait un grand effort pour paraître aimable et gaie. Ne te fatigue pas tant. À fondre du bois pour le feu et pour l'eau, tu peux utiliser la passoire. Vous avez bien de la propos, ma belle. Et quel joli fichu vous portez là. Il est pour toi. Tu brodes, ma nièce, tu brodes? Je brode, ma tante, je brode. Sans faire de bruit, elle s'approche de la porte. Mais le chat est là, maigre, noir, effrayant. Déjà, il sort ses griffes pour lui crever les yeux. Mais elle lui donne un morceau de délicieux jambon. Dis-moi, je t'en prie, comment je peux échapper à Baba Yaga? Prends ce peigne et cette serviette et sauve-toi. Quand Baba Yaga te poursuivra, jette la serviette. Et tu verras, si elle te poursuit toujours, jette le peigne et tu verras. Le bouleau siffle et s'agite pour la fouetter, mais elle le noue d'un ruban rouge comme sa bonne tante le lui recommandait. Et voilà que le bouleau la salue et lui montre le chemin. Le chat s'était mis à broder. Tu brodes, ma nièce, tu brodes? Je brode, ma tante, je brode. Baba Yaga se précipite dans la maison. Plus de petites filles, plus de fleurs sur le métier. Traître, pourquoi ne l'as-tu pas crevé les yeux? Voilà longtemps que je suis à ton service. Tu ne m'as jamais donné le plus petit os à ronger, tandis qu'elle, elle m'a donné du jambon. Baba Yaga s'en prit au boulot. Voilà longtemps que je suis à ton service et tu ne m'as jamais paré d'un fil. Tandis qu'elle, elle m'a paré d'un joli ruban de soie. Et moi? Je n'ai jamais rien reçu de toi, même pas une loque. Tandis qu'elle m'a fait cadeau d'un joli fichu rouge. Tu ne perds rien pour attendre. Je vais rattraper la petite fille et je la dévorerai malgré tout. Noir de colère, Baba Yaga s'élance à la poursuite de la petite fille. Vite, la serviette! Et voilà que la serviette se change en une large rivière. Mais Baba Yaga fait venir 3 grands bœufs qui boivent tout l'eau de la rivière. Vite, le peigne! Et voilà que le peigne se change en une forêt touffue. Baba Yaga essaie d'y entrer, impossible. Elle veut abattre les sapins, mais elle se brise toutes les dents, si bien qu'elle ne peut plus manger de petits enfants. Je suis sauvée. Mais le soir tombe et mon papa doit me croire perdue. Enfin, la petite fille arrive chez son père, les joues plus roses que jamais. D'où viens-tu, ma gentille? Oh, petit père, ma mère m'a envoyé chez ma tante chercher du fil et une aiguille pour me coudre une chemise. Mais ma tante, c'est Baba Yaga, la cruelle ogresse. La marâtre l'entendit et vit combien son mari était en colère. Elle eut si peur qu'elle se sauva très très loin et on ne la revit jamais. Voilà.
C'est incroyable. Ça fait 1 heure que je cherche. Heureusement que tu n'as pas perdu tes lunettes. Ah oui? Tu as raison. Et que cherches-tu partout? Ma petite burette d'huile. Je voudrais huiler la porte. Elle grince affreusement. Tu t'en es servi pour la pendule. Je le sais bien. Et je croyais l'avoir laissée sur la table. Oh, c'est les garçons peut-être. Oh, et les garçons, avez-vous vu ma petite burette d'huile? Bien sûr, elle est ici. On a bricolé nos patins à roulettes. Si tu en as besoin, on peut te la rapporter. Ça, j'en étais sûre. Vous pourriez demander, je suis fâché. Excuse-nous, Père Castor. La voici. Ne te fâche pas, Père Castor. Raconte-nous plutôt une histoire. Le blaireau à lunettes. Il était une fois un blaireau qui portait des lunettes. Alors tout le monde l'appelait le blaireau à lunettes. Tout simplement. Oh, je ne suis pas très vieux, non. Mais sans mes lunettes, je pourrais confondre un éléphant avec un ouistiti. Vous comprenez ça? Tous les soirs, à son réveil... Mes lunettes sur la table de nuit à côté de moi, je les mets sur mon nez. Ainsi, il pouvait se reconnaître dans la glace de la salle de bain. Sans lunettes, je pourrais me prendre pour un pingouin d'Australie. Ou pour une marmotte à poil dur. Le soir donc, il se lavait le dos, les oreilles, les cheveux. Pas les cheveux, les poils. Oh, pardon, les poils. Il les séchait, les peignait, et il faisait des grimaces devant la glace. J'enfile ma salopette, ma chemise à carreaux. Et quelquefois, pour faire chic, il posait sur sa tête... Hop, mon canotier. Quand il était de très bonne humeur, en passant dans son jardin, il cueillait une marguerite et la mettait à son chapeau. Sans lunettes, il se brosserait les dents avec une balayette. Se coifferait avec un râteau. Mettrait une serpillière comme une chemise et sortirait avec une casserole sur la tête. Il faut ajouter que le blaireau à lunettes était très sociable. Oh, bonjour, Madame la Grenouille. Il aimait parler aux gens de la rue. Bonsoir, Maman Chouette. Comment va votre petit? Et puis, il y avait les commerçants. Tiens, voici le marchand de journaux, à qui il achetait des livres sur l'Italie pour avoir des nouvelles de sa famille. Tiens, voilà la boulangère, à qui il achetait de la pâte d'amande. Et puis j'aime bien aller me promener dans les autres quartiers de la ville où je connais personne. Ainsi, il pouvait porter son chapeau de travers comme il en avait envie. 20 minutes. Bon, attention, votre chapeau. Oui, je sais, mon chapeau est de travers. Vous ne le redressez pas? Mais ne croyez surtout pas que je m'ennuie. Pas du tout. Il n'aurait pas voulu que ça change. Surtout pas. J'aime le calme, la tranquillité. Je suis comme ça. Je vis une aventure où il ne se passe rien. Enfin, presque rien. Car un jour... Mais cela, c'est une autre histoire. Heureusement qu'on t'a pas chippé tes lunettes. Mais seulement une petite burette d'huile. Ouais, c'est beaucoup moins grave. Oh, c'est pas une excuse. Oh, toi. La prochaine fois, vous demanderez. Parce que si t'avais plus de lunettes, tu verrais plus rien du tout. Tu nous prendrais pour des lutins de la montagne. Ou pour des elfes sortis des bois. On pourrait te jouer des tours, te chipper ta montre, tes outils. Oh, prête-moi tes lunettes, s'il te plaît. Fais-y attention, hein, elles sont fragiles. C'est rigolo, j'y vois plus rien. T'as l'air d'une grand-mère castor. Tu pourrais te déguiser? Attends, je reviens avec le tablier de cuisine. Ah! Oh, que je suis vieille. Tu es parfaite. Rends-moi mes lunettes que je profite du spectacle. Et puis je vais vous raconter une aventure arrivée à notre ami,
Le blaireau à lunettes. Le blaireau et sa voisine. Un soir, le blaireau à lunettes ouvre un œil, puis l'autre. Quelle belle journée. Il chuchote pour ne pas se réveiller trop vite, mais à travers les volets, La lune est déjà levée, elle. il tend son bras droit pour chercher ses lunettes sur la table de nuit. Où sont mes lunettes? Il touche la lampe de chevet, son livre. Oh, elles ont dû tomber sur le tapis. Ah, la journée commence mal, il va falloir sortir l'autre bras. Mais même ainsi, il ne trouve pas ses lunettes. Réfléchissons. Et qu'est-ce que j'ai fait avant de me coucher ce matin? Je me suis lavé les dents. Il avance à tâtons jusqu'à la salle de bain. Non, rien sur le lavabo, ni sur le bord de la baignoire. Ça se complique. Le blaireau à lunettes se dit qu'il va être ridicule. La grenouille, sa voisine, Maman Chouette et son petit, le marchand de journaux, le monde entier le montrera du doigt en disant « Vous avez vu, le blaireau à lunettes a perdu ses lunettes. Oui, oui, je le vois bien que j'ai perdu mes lunettes. Ben justement, je vois plus rien. Quelle honte. Alors le blaireau à lunettes se met à pleurer. Comme un enfant, il pleure, ses larmes tombent sur les carreaux de la salle de bain. Ça fait une flaque, une mer, un océan. Il faudrait que je m'arrête, sinon je vais devoir rejoindre mon lit à la nage. Arrêtez de pleurer, vous allez vous noyer. Non seulement je ne vois rien, mais en plus j'entends des voix. Arrêtez, vous dis-je. Pourquoi pleurez-vous si fort? Alors là, quelqu'un a parlé. Pourquoi pleurez-vous si fort? Je vous le demande. Qui est là? Excusez-moi, ça fait 5 minutes que je frappe à la porte. Et comme personne ne répond, je me suis permis d'entrer. Qui parle? Je n'y vois vraiment rien. Je suis votre voisine du dessous. Vous m'avez réveillée en pleurant si fort. Alors je viens voir ce qui ne va pas. Ma voisine du dessous. Il ne savait pas qu'il avait une voisine du dessous. Ça n'a pas l'air d'aller. Est-ce que je peux vous aider? Oui, est-ce que par hasard vous voyez quelque part une paire de lunettes rondes, toutes rondes? Une paire de lunettes rondes, toutes rondes? C'est ce que je cherche. Bien sûr que je les vois. Bah, où sont-elles? Donnez-les-moi vite. Voilà, c'était prévu, on se moque de moi. Elles sont là, vos lunettes rondes, toutes rondes. Elles sont sur mon nez. Je vous les redonne. Ça y est, il voit, il revoit. Et vous êtes? La voisine du dessous. Je suis désolée de ne pas m'être présentée plus tôt. Mais chaque fois que je viens vous voir, vous dormez. Alors je n'ose pas vous réveiller. Ah, je ne comprends rien. J'habite en dessous de chez vous. Depuis 2 mois et 4 jours. Je n'avais pas remarqué. Ah, vous pouviez pas. Quand je me réveille, vous vous endormez. Et quand je m'endors, vous vous réveillez. Ah. Je vis le jour et je dors la nuit. Vous ne saviez pas que les taupes... Si, bien sûr. Mais je ne vois pas le rapport avec mes lunettes. Le blaireau se demande s'il va aimer sa voisine du dessous si elle rit comme ça sans arrêt. C'est simple. Je ne vois pas très bien non plus. Je suis un peu myope. Ah, vous aussi? Alors comme vous avez besoin de vos lunettes la nuit, quand je dors, et que moi j'en ai besoin pendant la journée, quand vous dormez, je viens... Ah, vous venez? Oui, tous les jours je viens vous emprunter vos lunettes. J'attends le matin que vous vous endormiez. Je viens dans votre chambre, je prends vos lunettes sur la table de nuit et je vais me promener dans la ville. Et après? Et après, je rentre le soir, je remets vos lunettes sur la table de nuit et je vais me coucher. Et voilà. Alors, vous êtes fâché? Le blaireau à lunettes ne sait que répondre. Il se met très bien en colère, mais c'est tellement fatigant. Fâché, moi? Oh, pas du tout. Je voudrais simplement savoir pourquoi, ce soir, vous ne m'avez pas rapporté mes lunettes. Eh bien, voilà la vérité. Il y a longtemps que j'ai envie de vous connaître. Maintenant, c'est fait. Le blaireau à lunettes est content de lui. Il a bien fait de ne pas se fâcher contre une aussi charmante voisine. Père Castor, est-ce que tu portes tes lunettes pour dormir? Est-ce que tu les retrouves